Salut à tous. Il y a une tendance de plus en plus forte ces dernières années à penser qu'une adaptation doit coller aux matériaux d'origine, sans quoi elle sera forcément mauvaise. Si j'aborde le sujet, c'est parce que la seconde saison de Promise Neverland diffusée actuellement varie grandement avec l'histoire du manga, notamment en taillant dans l'art. Pourtant, il s'agit d'une réinterprétation supervisée par le scénariste même de l'œuvre. Et avant même qu'on connaisse la direction que prendrait cette adaptation, les critiques pleuvaient de partout comme si la finalité était forcément mauvaise. Seulement, un animé qui colle au plus près à l'histoire d'un manga n'en sera pas nécessairement meilleur. Logiquement, ce serait même plutôt l'inverse. Un manga qui propose des chapitres de 16 pages ne sera pas découpé comme un manga avec des chapitres de 32 pages. De la même façon, un animé de 20 minutes ne peut pas adapter un chapitre par épisode sous peine d'accoucher d'un rythme complètement pété. Salut One Piece. Histoire de réfléchir à la question, je vous propose qu'on s'attarde sur quelques œuvres qui varient grandement entre leur support d'origine et leur adaptation animée, proposant une intrigue différente mais qui ne démérite pas pour autant. Bienvenue dans la NHK raconte l'histoire de Tatsuhiro Sato, un jeune reclus qui est persuadé que la fameuse chaîne de télévision japonaise cherche à contrôler son existence. Il s'agit à l'origine d'un roman qui a ensuite été adapté en manga et en animé, et ces trois supports proposent des événements assez différents. L'animé se rapproche plus du manga, auquel il emprunte beaucoup, et est donc bien plus dense que le roman. Par exemple, après que Tatsuhiro se retrouve embarqué dans un groupe de discussion en ligne, les membres choisissent de se rencontrer IRL sur une île déserte. Problème, cette rencontre est en fait le prétexte pour organiser un suicide collectif qui finira heureusement avorté. Eh bien, toute cette péripétie est absente du roman d'origine. Même chose lorsque notre protagoniste se retrouve confronté à un schéma pyramidal ou qu'il finit tellement pris par un MMO qu'il néglige le moindre semblant de vie sociale qu'il avait réussi à retrouver, ce qui donnera d'ailleurs scène à une des déceptions les plus drôles de l'anime lorsque viendra la rencontre avec sa partenaire in-game. L'anime omet aussi certains éléments du roman, comme la consommation de drogue de Tatsuhiro et son voisin de palier, un élément clé qui mène justement à sa paranoïa, et qui amène aussi à un des rares moments véritablement drôles du roman, où l'un des deux hurluberlus oublie carrément comment parler. Au final, l'anime a un ton plus humoristique, là où le roman est bien plus grave en général. Vous connaissez sûrement Keion, cette série où l'on suit des filles buvant du thé, mangeant des gâteaux et parfois jouant de la musique. A l'origine, il s'agit d'un manga présentant des petites scénettes en 4 cases sous forme de gags. La transformation est radicale puisqu'on passe à une histoire plus linéaire où les transitions ne se remarquent absolument pas. Le studio Kyoto Animation a l'habitude de modifier grandement les œuvres qu'il adapte, et Keion en est sans doute le meilleur exemple. En fait, quelqu'un s'est même amusé à comparer manga et animé pour faire le jeu des différences, et le résultat est sans appel, on a droit à 80% de contenu original. Outre ce changement dans la structure, même si certaines mauvaises langues pourraient dire que cela reste peu, la musique occupe désormais une place bien plus importante. Clairement un exemple d'œuvre magnifiée par son adaptation, ce qui explique aussi son statut culte, et pas seulement pour son influence sur le baume du Moe. Planète est une œuvre difficile à résumer tant son propos est à la fois étendu et insaisissable. Dit simplement, on suit une équipe de collecteurs de débris spatiaux à une époque où les voyages dans l'espace sont de plus en plus dangereux à cause des milliards de débris qui flottent autour de la Terre. Là où le manga tourne plus autour de questions philosophiques et sur une certaine introspection, l'anime démarre comme une tranche de vie avant d'amorcer un fil rouge qui va nous confronter à des problématiques idéologiques sur fond de politique et de terrorisme. L'anime compte aussi un casting de personnages bien plus large et il déroule son histoire avec plus d'humour. De plus, là où le manga se concentre d'abord sur Hachimaki, l'anime lui fait partager le rôle de personnage principal avec Tanabe, ce qui donne finalement deux histoires sensiblement différentes entre les deux supports. Full Metal Alchemist, c'est l'histoire d'Alphonse et Edward, deux frères qui partent en quête de la pierre philosophale après une expérience alchimique ratée alors qu'ils tentaient de ramener leur mère à la vie. L'œuvre est particulière dans le fait qu'elle possède non pas une adaptation animée, mais bien deux, si bien qu'on ne peut éviter la comparaison entre les deux. La première avait commencé alors que le manga était toujours en cours, l'obligeant à prendre une direction totalement inédite. La seconde, toujours produite par le studio Bones, arrive quant à elle des années plus tard, alors que le manga se termine, ce qui lui permet d'adapter fidèlement l'œuvre d'origine. Forcément, cela fait de la seconde adaptation un meilleur animé, pas vrai? Eh bien, pas nécessairement, vous vous en doutez. La série de 2003 suit correctement le manga au début, ne s'autorisant que quelques écarts pour adapter les histoires tirées des romans dérivés. Mais assez rapidement, l'anime va diverger pour proposer presque une réécriture de l'univers. Les homonculus sont désormais des êtres nés d'une transmutation humaine ratée, ce qui est beaucoup plus intéressant selon moi. Les protagonistes doivent faire face à des visages qu'ils ont connus, ce qui les fait se confronter à leur propre passé et aux erreurs qu'ils ont commises. Parallèlement, le point faible des homonculus est justement les restes de leur ancien corps. C'est assez ironique sachant que l'objectif de ces créatures est de devenir humaines. Reste que, tout comme dans le manga, ils ne sont au final que des outils au service de l'antagoniste principal. Ici, non pas un homonculus primordial, mais Dante, simple être humain en quête d'immortalité et qui a déjà vécu de nombreuses vies.
Les drames ne sont pas exactement les mêmes, puisque c'est Mustang qui a reçu l'ordre de tuer les parents de Winry, donnant une profondeur supplémentaire au personnage. De même, Wrath est un tout autre homonculus, en réalité le fils d'Izumi, ayant hérité du bras et la jambe d'Ed, donnant lieu à un conflit bien plus complexe entre les deux personnages. Quelques incohérences naissent du fait de vouloir accrocher les wagons avec le scénario de départ, mais le principal défaut à déplorer serait surtout que la série n'apporte pas de réelle conclusion, et qu'il faut voir le film pour cela. Cela dit, même si la fin en fait un peu trop, et va même un peu trop loin, elle offre aussi une proposition intéressante, développant le concept de la porte entre les deux mondes et expliquant d'où provient l'énergie de l'alchimie. En passant de l'autre côté, Ed se retrouve débarqué en pleine Seconde Guerre mondiale sur fond de nazisme et d'occultisme. Comme on l'a vu, une adaptation divergente n'est pas nécessairement synonyme de médiocrité. Ainsi, si cette adaptation de Promise Neverland semble vouloir aller au plus court en retirant plusieurs arcs de l'œuvre, attendons quand même de voir si celle-ci ne propose pas une réécriture intéressante dans la foulée. Et vous? Est-ce qu'il y a des adaptations que vous jugez aussi bonnes, voire meilleures que leurs œuvres d'origine? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à la partager. Allez, à la prochaine!